vénère Stéphane qui vient de dire qu'il aura 5 minutes de retard. Francis aura également un peu de retard suite à un rendez-vous de dernière minute. Il a donné procuration au cas où. Katia Muller a donné procuration à Daniel Muller. Cédric Lescaut s'est excusé. Et puis, pour le reste, apparemment, un peu de retard, on attend. Le PV de la précédente séance, c'est le point numéro 1 de ce conseil, un conseil en 8 points. Le deuxième sera le taux de taxe pour 2024, le budget primitif 2024, la fongibilité des crédits par section, l'aménagement d'un terrain multisport et les agrès sportifs, une demande de subvention complémentaire à la CCP3F, la création d'un poste d'adjoint technique principal première classe, il s'agit de l'avancement d'un salarié de la commune qui est concernée. On n'a pas le droit de donner de nom au conseil municipal. Projet d'aménagement et de développement durable PADD du plan local d'urbanisme communal PLI. Et puis on parlera de entre autres. Le procès verbal de la séance du 7 février 2024. On passe sur la signature. Y a-t-il des remarques, des choses qui peuvent être juste par rapport au point divers, donc quand M. Muller a demandé ce qui concernait les ordures ménagères, oui. M. Chaban va, j'en ai discuté avec lui justement avant, il fera le tour de l'ensemble des communes et on sera la première commune qui va avoir, donc on pourra partager toutes les questions. L'explication, on l'a pas pour l'instant. Je préfère que ce soit lui qui vous le dise. Vous n'avez pas, vous, l'explication? Je préfère que ce soit plutôt le vice-président ou le président qui sera en charge de ça qui vous l'explique. La question était simple. Oui, non, mais très très simple. Il faut traiter directement par. C'est étonnant parce que c'est une information que tout le monde doit avoir. Forcément, vous y êtes, vous avez voté ces budgets-là, vous la connaissez. Donc, je suis étonné qu'il faille passer par le président pour avoir une réponse aussi simple. En tant que président qui vient de présenter. Je trouve ça étrange. Mais bon. Excusez-moi. Mais en tant on peut excuser pour les quelques premières minutes. On s'explique. Tu viens de une chaise ici. Il y en a une là. En tous les cas, Stéphane, bienvenue à tous. Ça vous présence par nous. Ouais, donc l'information ça va être de faire un point d'étape sur pas mal de choses, et en particulier sur ce sujet-là. Bon, si vous voulez. Juste entrer pour pouvoir signer une précédente séance, j'ai marqué le nom. Hein. Et Sylvie aussi, encore une il y a plus longtemps, là où il y a le post-it, tu sors la feuille. Et ton nom est marqué sur la feuille en question. Si tu veux passer le stylo en même temps, je peux. Ah, je peux pas le. Parce que du coup, j'ai pas de. Je vais mettre dedans. Ah, je peux passer comme ça, si tu veux. C'est chaque fois la signature du PV de la précédente séance. Pourquoi ça ne sort pas? Ah, tu veux déjà sortir? Ça a l'air collé, je ne sais pas où. Voilà. Oui, pendant le temps que le document passe, on peut évoquer déjà le taux des taxes en 2024. C'est une question de signature. Je te laisse la parole, Carole. Oui, donc on revient sur le taux des deux taxes. Donc on reçoit un document de l'État tous les ans concernant le taux des taxes qui s'appelle le FDL. Pour rappel, les bases locatives donc, ont été augmentées cette année de 3,9%. Donc ça, c'est un taux qui est établi par l'État.
Et l'idée, c'est de ne pas rajouter à cette augmentation qui va se faire automatiquement. Et on essaye plus de ne pas trop taxer sur la partie communale. Donc, on va vous proposer de conserver ce taux, le taux qu'on avait décidé l'année dernière, et de maintenir donc ce taux pour cette année. Je vous redonne les taux donc, actuels. On va parler donc sur le foncier non bâti, qui est à 35,43%, le foncier bâti qui est à 25,42%, et la taxe d'habitation qui est de 10,62%. Donc, la taxe d'habitation, en fait, n'est applicable que sur les résidences secondaires, puisque depuis quelques années, on n'est plus assujetti à cette taxe d'habitation pour les résidences principales. Donc, si vous êtes d'accord pour qu'on conserve le taux que l'on avait déjà voté l'année dernière, ça donnera un produit attendu des taxes pour la commune à 260 712 €. Et ces 260 000 €, pour rappel, l'année dernière, on était à 249 610 €. Donc, immanquablement, grâce à ce taux de 3,9%, ça va quand même augmenter la petite cagnotte de la commune. Mais il s'agit peut-être d'aller plus demander des subventions pour réaliser nos projets plutôt que de taxer les habitants. Voilà. Donc, si quelqu'un s'oppose à cette décision, quelqu'un s'abstient, alors je vous remercie pour l'unanimité de ce vote. Oui, ça fait déjà quelques années que les taux n'ont pas été augmentés au niveau communal. Cette précision, c'est que les points 2, 3, 4 et 5 ont été traités, ont été débattus, discutés, on va dire comme ça, la semaine dernière lors d'une commission des finances qui s'est tenue la semaine dernière, mercredi dernier, mais également avec notre conseiller aux décideurs locaux, M. Priez, de la trésorerie de Hayange, où on a passé toute une matinée avec lui la semaine précédente. Il y a Francis qui doit encore arriver, on peut se serrer. Carole, tu continues avec la présentation du budget qui a fait l'objet d'un compte rendu suite à cette commission des finances, avec les modifications faites manuellement. Il faut savoir que cette année, on est passé d'une nomenclature M14 à une nomenclature dite M57, ce qui a pour effet de changer un certain nombre d'articles. Le transfert par notre prestataire s'est fait dans des conditions, on va dire, un peu mauvaises, puisqu'on s'est retrouvé face à des chiffres transférés qui ne correspondaient plus à l'année dernière. Il a fallu faire les modifications entre guillemets à la main, et ça apparaît sur votre document, en mémoire dans le budget précédent. Carole, à toi. Oui, j'allais en parler, mais du coup, donc concernant le budget primitif, il s'agit de provisionner les fonds de la commune pour faire face à toutes les dépenses que l'on aura jusqu'au budget prochain. Comme toujours, on essaye de légèrement gonfler les dépenses pour faire face à l'imprévu. Et cette année, les recettes, on a vraiment essayé d'ajuster au mieux les recettes pour pouvoir dégager le plus possible de fonds pour le secteur investissement. Donc les recettes de fonctionnement vont être vraiment calculées à ric-rac, mais justement. Voilà. Là-dessus, c'était le petit point. Donc, comme Monsieur le maire l'a dit, on passe en nouvelle nomenclature comptable. Donc, on a réajusté ça. Donc, il ne faudra pas trop tenir compte. C'est pour ça que vous avez revu sur les documents distribués des notifications manuelles qui ont été réajustées suite à la réunion de commission qu'on a eue avec M. le maire l'année dernière, et sur lequel donc, on a vu que les points étaient plus justes. Donc on ne peut plus comparer ce qui n'est plus comparable. Voilà. Là-dessus, on n'aura plus du tout ce problème pour l'année prochaine. Voilà.
Donc oui, Exae, donc on en a parlé. Alors sur la partie dépenses de son fonctionnement, je ne vais pas trop m'étendre, sachant qu'il s'équilibre à hauteur de 994 983,49. Juste deux petits points qu'on peut reprendre. Sur le chapitre 66, il apparaît 15 000 €. Donc ça, c'est en fait une prévision si ça va servir à payer les intérêts d'emprunt du gros emprunt qu'on va devoir contracter pour tous les projets que l'on a. Un petit 850 € qui apparaît en dessous en 67. 850 €, c'est un remboursement sur la commune d'Hébersvillers qu'on a dû faire parce que on a 3 élèves qui sont scolarisés à Freistroff, qui dépendent d'Hébersvillers. Les frais avaient été demandés à la commune d'Hébersvillers. Entre-temps, ils ont adhéré à un syndicat scolaire de Lanzelin, donc de l'autre groupe qui s'appelle la CISPA. Et donc du coup, c'est une annulation pour un remplacement par une autre facture qui a été érigée pour CISPA. Voilà, ça c'est les deux petits chiffres qui pourraient paraître un petit peu anecdotiques. On va passer sur la section d'investissement, si vous voulez bien. Fonctionnement, il y avait pas grand-chose à dire, effectivement. Je ne sais pas si... Dans le compte rendu, on avait fait remarquer qu'au chapitre 11, comparable un peu au texte, il y avait une augmentation des dépenses. Voilà. Alors, sur le chapitre 11, effectivement, vous avez une dépense de 46 000 €. Là, donc, on tient compte, évidemment, de l'inflation courante, mais surtout, on aura une dépense qui est sur le dommage ouvrage. C'est l'assurance qu'on va devoir contracter pour la création du pôle médical. À hauteur d'à peu près 35 000 €. Et donc cette dépense-là rentre dans le chapitre 11, d'où la dépense de 46 000 €. Si vous voulez reprendre le tableau sur les chapitres 12 et 65, pareil, toutes les dépenses ont été évaluées au plus juste. Sur le 65, on est revenu un petit peu lors de la commission des finances sur ce chapitre qui concerne les indemnités, mais qui sont sans surprise. Au chapitre 66, comme vous avez pu le lire dans le compte rendu, c'est les intérêts d'emprunt. Donc, il est tenu compte des intérêts prêts relatifs à la création de la maison médicale. Donc, sans surprise. Au chapitre 67, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ce qui est donc des dépenses réelles prévues, on est à un montant de 728 150 €. Est-ce que je relis les recettes Quelles ont été les remarques du compte rendu? Sur le compte rendu, on a en recette, donc elles sont indiquées en plus juste, concernant les informations on nous a communiquées sur tout ce qui est dotation, subvention, etc. Un peu moins de vente de bois, c'est ce qu'on a mis en avant. Absolument, un peu moins de vente de bois. L'ONF a été tenu de réajuster les coupes de bois en fonction, il y a eu donc une découverte d'un milan royal, milan noir. Et donc il y a nécessité un périmètre de non-coupe de bois, et donc on a dû réajuster cette recette de bois en la réajustant d'autant. Voilà, donc le total des recettes de fonctionnement s'élève à 994 983,49. En section d'investissement... Et donc, ce qui est important, c'est de dire, puisque tu as parlé, c'est de dire qu'on dégage effectivement... Ah, je voulais le dire après. Ah oui. On dégage en fait, on en déduit donc le montant qui sera viré à la section d'investissement, c'est-à-dire donc la petite cagnotte de la commune, que l'on pourra basculer sur le section d'investissement.
Donc en faisant la différence, on dégage 266 833,49 €. Voilà, sur l'investissement. Pardon, je suis désolée, j'ai cru que j'avais pas pris mon téléphone avec. Alors, on en revient sur la section d'investissement. Elle s'équilibre à hauteur de 2 679 276,34 €. Pour rappel, ces derniers mois, on a eu à voter et à présenter en conseil tous les projets que l'on va avoir, la maison de santé, le city-stade, entre autres, auquel va se rajouter le columbarium, un prochain columbarium qu'on est obligé un petit peu de présenter dès cette année, parce qu'il s'avère que le columbarium actuel est quasiment plein. Il nous reste à savoir 3 cases. Et donc, pour ne pas être devant le problème, il a fallu qu'on fasse très, très rapidement une demande à différentes entreprises pour faire un nouveau columbarium, sachant que dans le nouveau cimetière, on a une place qui est prévue en ce sens. Francis a rencontré des entreprises pour ce faire. Il faudra également, on en profitera pour faire ce qu'il nous a déjà été demandé par pas mal de personnes du village, c'est de faire un jardin du souvenir. Donc tout ce projet sera mis en place et est inclus dans ce budget primitif de cette année, et ce sera à hauteur de 27 500 €. Voilà. On a déjà donc des devis en ce sens pour rentrer là-dedans. C'est pas grave. Pardon ? C'est 24 000. 24 000, tu as dit 27 000, c'est ça ? C'était pas 24 000. Ah oui, c'était le prochain point. 24 000, ça c'est pour le columbarium. 27 500, c'est le chiffre que j'avais en tête. Et ça, c'est sur un autre projet pour l'éclairage public. On reprendra en fin de conseil le point éclairage public. J'en parlerai peut-être à ce moment-là. Et voilà, donc ça, c'est vraiment en section d'investissement, le gros montant que l'on dégage, c'est avec tous ces projets. Alors, on en avait reparlé avec le percepteur il y a 15 jours maintenant. Ça ne lui paraissait pas illogique, et au contraire, ça lui paraissait opportun de présenter ce projet, nous qui vont durer 2 ans, puisque ça va être le budget et nos projets pour 2024 et 2025. Mais c'est important pour le CDM a trouvé ça tout à fait logique et correct de le présenter ainsi. C'est important vis-à-vis aussi de nos financeurs, c'est ce que voilà. je disais. Pour la visibilité parfaite des conseillers, c'est d'abord la première chose, mais vis-à-vis de nos financeurs, qui voient qu'on a inscrit le montant. Tu parlais du columbarium, il ne sera pas forcément réalisé cette année, en cas de besoin. Sinon, ça fera l'objet dans un prochain conseil d'une demande de subvention. Oui, on va vraiment essayer, comme on le disait tout de suite au début, on préfère, plutôt qu'augmenter les impôts, préférer la carte subvention. Il en existe beaucoup, il faut savoir les demander. Joël est précieuse là-dedans parce qu'elle nous fait des dossiers d'enfer. Et là-dessus, on pourra également demander, que ce soit pour l'éclairage public ou pour le columbarium. Et si d'aventure on avait vraiment besoin dans l'urgence de faire ça, Francis nous disait, il en aurait parlé, il en parlera peut-être tout à l'heure, d'avoir peut-être quelque chose qui pourrait nous prêter du matériel dans l'absolu si on avait des besoins urgents. Voilà, il y aurait cette possibilité le temps de réaliser le vrai projet. Si quelqu'un est intéressé, on a le plan, enfin un grand plan de ce que le columbarium pourrait être sur nos bureaux, donc à disposition de chacun si quelqu'un veut venir voir. Voilà, là-dessus.
pas si on peut peut-être parler des montants des différentes dépenses en globalité qui vous sont apparus donc, sur le compte-rendu qu'on vous a distribué avec l'invitation. Donc, pour rappel, la maison de santé va représenter un budget de 2 147 000 € TTC. Le terrain multisport, qu'on espère arriver dès cet été pour la création, 105 000 € TTC. Le columbarium, 24 000. L'éclairage public, 27 500. La forêt, 9 000. Et après, on a un gros montant, effectivement, les 67 000 €, donc qui vont reprendre un petit peu le fonctionnement qu'on aurait besoin. On a des travaux donc, pour la chaudière de l'école qu'il a fallu remplacer. Ça va être, on a reçu un devis qui sera validé. On était dans les 16 000 € TTC, un petit peu moins. Et tous les travaux, les entretiens d'hiver, il faut se garder un budget pour faire face à des potentiels toitures, etc. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et il faut toujours, bien sûr, tenir compte des restes à réaliser, RAR, restes à réaliser, qui est cette année à hauteur de 31 650. Voilà. Donc on arrive au chapitre 21 à 2 411 150 €. On peut regarder dans le détail, vous avez un 61 550 qui apparaît, ce qui en fait représente des dépenses qui ont déjà d'honoraires sur la maison médicale, par exemple, d'architectes, comment il s'appelait, des géomètres, etc., les différentes études qu'on a déjà fait et qui n'avaient pas été pris en charge par les demandes de subventions, mais que l'on peut rebasculer dans ce compte-là pour pouvoir récupérer la TVA sur ces dépenses déjà faites. En recettes, on reprend toutes les subventions, tout ça là-dessus. Je me suis perdue dans mes pages. Pardon. Sur ma troisième. Je suis perdue. Où est-ce que j'étais? Donc, c'est celle-là. C'est là. Voilà. Ça y est, je suis perdue. Bon, en recette, on dit en recette d'investissement. Voilà, sur les recettes d'investissement, on a au chapitre 10, donc la FCTVA et la taxe d'aménagement, tout ce que l'on reçoit. Au chapitre 13, les subventions, donc les subventions que l'on reçoit pour les travaux que l'on va demander. Donc pour la maison médicale, on reçoit les subventions, on devrait recevoir les subventions à hauteur de 1 319 410 €. Pour le terrain multisport, les subventions seraient de 67 915. Donc au chapitre 16, on note le besoin en emprunt. Juste pour le terrain multisport, 67 000 par rapport à 105 000. Vous n'avez pas parlé de 80%? Si. Ah. C'est du hors taxe, effectivement. Et Frédéric vous en reparlera tout à l'heure d'ailleurs sur le terrain multisport pour arriver à hauteur de 80% de subvention. Et donc ça va nous nécessiter un besoin d'emprunt à hauteur de 800 541,51 €, voilà, qui comprend la TVA que l'on pourra récupérer un an après. Voilà. Là-dessus, je n'ai plus rien à vous dire. Donc le total des recettes est de 2 679 267,34. Ce qui est pour le budget. Et le maximum des taux sur
sur un projet donné, on peut obtenir au maximum 80% du montant hors taxe. D'accord. Oui, là, on parlait en TTC. Et en fait, ce que nous a expliqué Carole, le souci, si on veut, c'est d'avancer d'abord la TVA qui sera récupérée. C'est pas comme dans une entreprise, c'est récupérée l'année suivante. Donc, ça peut justifier d'un emprunt dont la TVA représente à peu près la moitié sous forme d'un prêt relais qui serait remboursé dès lors que la TVA, je crois que ça avait fait, on avait discuté avant en commission des finances, qui devra peut-être un peu décider des choses là-dessus, comment répartir l'emprunt, on discutera en temps et en heure. Parce que l'emprunt, objectivement, on en a parlé un petit peu, mais je n'ai pas forcément tout retenu, tout retenu. Oui. Là, 800 000, c'est forcément un montant tout à fait atypique par rapport à ce qu'on a connu jusque-là. Objectivement, on va le réaliser quand et ça va s'étaler sur quelle période ça va. Parce que bon, ma question c'est en fait cette année, c'est pas le bon moment pour l'instant, c'est pas le bon moment pour emprunter. Après, je suis pas devin. Hein. Personne ne l'est en la matière. Mais quand même, là, on est quand même taqué. Les taux ont commencé légèrement à diminuer, c'est ce que disent certaines agences bancaires. Il sera réalisé au moment où on sentira que c'est le plus intéressant pour la commune. Donner les délais dans l'exactitude, c'est une réponse qui ne me satisfait peut-être pas, mais je crois qu'il vaut mieux regarder le projet. Le projet, comment va-t-il évoluer? À l'heure actuelle, le permis de construire est déposé et le dossier est réputé complet depuis le mois de février. 6 mois maximum, donc juillet, août, on aura le retour du permis de construire et on pourra faire officiellement l'acquisition du terrain. Donc ça c'est une première étape. Une étape juste pour expliquer encore que notre dossier est déjà passé en commission accessibilité handicapée. Il va passer là, il a été réputé complet lundi. Pour ce qui est de l'appel d'offres aux entreprises, il devrait être réalisé. Là, je pense que l'appel n'est pas forcément la plus mauvaise dans les semaines qui viennent. On lit partout que le bâtiment ne va pas très fort, les entreprises recherchent du travail. Donc, je pense qu'on devrait ressortir avec un appel d'offres, je l'espère, avant l'été ou au plus tard, au retour des vacances pour ceux qui en prennent. En clair, le chantier devrait démarrer en septembre-octobre. On va plutôt faire des calculs dans ce sens-là. La question est de savoir quand est-ce qu'on aura besoin d'un emprunt. Je pense qu'on en aura besoin dans un premier temps en fin d'année. Mais ta question est très bonne et c'est pour ça qu'on n'a pas pu trancher lors des commissions de la commission des finances. La question est plutôt de savoir si il ne serait pas judicieux, dans la mesure où on pressent, mais ça, nul n'est devin, et c'est vrai pour le fuel ou pour autre chose, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire, dans un premier temps, qu'un emprunt relais, en attendant que les taux d'intérêt deviennent plus intéressants? Et est-ce qu'ils deviendront plus intéressants? Je lis un peu l'actualité économique, et il n'y a pas une heure, je disais qu'aux États-Unis, on n'est pas aux États-Unis, vous allez me dire, mais ce qui se passe là-haut peut avoir des conséquences chez nous. Le taux d'inflation qui était attendu à 3,1 est passé à 3,5 contre 3,2 l'an dernier. Les conséquences a eu pour effet de faire chuter considérablement en un instant un certain nombre d'indices boursiers, parce que les investisseurs ne croient plus en une baisse imminente des taux d'intérêt. Alors je ne maîtrise pas trop les rouages de Palais-Brognard, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il y aura peut-être des opportunités et que ce sera à nous de les saisir sous forme, si on considère que les taux d'intérêt ne sont pas trop mauvais directement d'emprunt amortissable dès la fin du chantier, donc on ne verrait que des intérêts, ou sous forme de prêts relais, auquel cas, s'ils sont encore un peu élevés, on le fera en espérant une baisse dans le courant de l'année prochaine. Je n'ai pas la réponse tout de suite à cette question. De la même manière que je l'ai évoqué en commission des finances, je pense qu'il faut suivre l'actualité, il faut garder les contacts avec des potentiels financeurs et banquiers, de façon à appuyer sur le bouton au bon moment. Non, ma question c'est en fait pour mettre en avant le fait que c'est pas parce que l'on a mis 800 000 € au budget 2024 qu'on va emprunter 800 000 € en 2024. Ah, c'est clair que non. Alors j'aurais envie de rajouter. Je peux le dire parce que c'est pas forcément évident. D'accord. Carole a expliqué d'emblée que les montants
inscrits était valable pour les années 2024-2025. Il s'agissait de présenter un budget parfaitement compréhensible, lisible, qui montrait aussi que les élus qui vont prendre des décisions aujourd'hui ont parfaite connaissance des tenants et des aboutissants, et qu'ils savent que qu'à l'échéance, qu'à fin 2025, ce montant-là sera nécessaire pour réaliser l'ensemble des travaux. Mais normalement, les subventions, tu les reçois tellement. Alors, les subventions, alors c'est un mode de fonctionnement bizarre. D'abord, je voudrais dire que tous les dossiers de demande de subvention ont été déposés, qu'ils ont été, à l'exception d'un seul, réputés complets. Les attributions de subventions au niveau de la région devraient se faire ce mois-ci. Une commission permanente se tient. Celles du département et de l'État devraient se faire au plus tard juillet, au courant juillet. La DETR sollicitée en général est attribuée entre le 1er et le 15 juillet. Pour ce qui est du département, ça devrait se faire dans la foulée. Là où on aura besoin d'attendre, c'est au niveau du FEDER, la subvention européenne, puisque celle-ci ne pourra être sollicitée, et le dossier en tout cas ne pourra être réputé que complet. Et ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Et dès lors que l'attribution se sera faite auprès, l'attribution des chantiers seront faits auprès des entreprises. Alors, pour ce qui est des aides, quand est-ce qu'elles rentreront dans les caisses de la commune? C'était ça ta question? C'est ça, ouais, parce que... Alors, elles ne rentreront dans les caisses de la commune qu'en proportion des dépenses qui auront été réalisées, c'est-à-dire dans le mois ou dans les 2 mois qui suivront le paiement des factures. Et au pourcentage attribué. On avance, donc on est obligé d'avancer l'argent. C'est pour ça qu'on passe par un emprunt. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'un montant tel que celui-ci se doit être transformé à minima en emprunt relais, voire en emprunt relais plus emprunt à taux fixe si l'opportunité se fait saisir. Est-ce que les besoins des 800 000 seront pour cette année? Ma réponse, je ne suis pas voyant ni devin, mais je pense que non. Mais on aura certainement besoin d'une certaine somme. Et quand tu fais un emprunt relais, tu ne peux pas pénaliser. Alors, c'est comme un emprunt amortissable à la fin du chantier, tu ne payes que des intérêts pendant la période en question. D'accord. La question sera de savoir quel est le taux d'intérêt d'un emprunt relais dit à court terme, échéance maximum 1 an, 1 an et demi, le temps qu'on récupère la TVA, ou un emprunt à long terme. Ces taux d'intérêt sont tellement fluctuants, variants, que je pense qu'il faudra rencontrer, à mon humble avis, les premiers banquiers à la fin de l'été. Moi, j'ai eu un contact qui me faisait dire qu'on espérait que les taux allaient commencer à baisser. Ils l'ont été hier, puisqu'ils ont baissé de 0,07 points, ce qui est énorme, vous en convenez. Bon, trêve de plaisanterie, je crois qu'il faudra surtout les rencontrer à plusieurs reprises, mais attendre au moins que le fonctionnement de la baisse soit enclenché. Mais effectivement, ni les dépenses en totalité, donc du coup ni les recettes, qu'elles soient au niveau de l'emprunt ou au niveau des subventions, ne seront réalisées cette année. Mais vous en convenez, là, vous avez une parfaite visibilité de l'ensemble de ces projets sur la durée. On aurait très bien pu, si on se contentait simplement de faire le budget sur l'année 2024, quoique sur l'année 2024, ça n'aurait pas été suffisant, parce que quoi qu'il arrive, il fallait aller jusqu'au prochain budget, avec ce qu'on appelle les restes à réaliser. Si on ne regardait que la fin, 31 décembre 2024, on aurait pu dire on va inscrire 200 000 € en dépenses et puis peut-être 50 ou 60 000 € en recettes, peut-être 400 000 € en dépenses et 100 000 € en recettes. D'abord, on n'aurait pas tenu, on aurait dû bloquer le chantier entre le 1er janvier et le futur budget, puisqu'il faut pouvoir continuer à payer les factures, ce qu'on appelle les RAR, les fameux restes à réaliser. Comment définir aujourd'hui, avec précision, quelle va être la dépense qui va être réalisée entre le moment où on va démarrer le chantier et le prochain budget? La moitié du montant, le 3/4, le tiers, en fonction des soucis qu'on peut rencontrer aussi avec les entreprises qui seront choisies, parce qu'il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est en fonction
des choix des entreprises, on n'a jamais de certitude sur l'évolution du chantier. Bref, je crois qu'il était judicieux et comme l'a dit Carole, M. Pugliese a trouvé cela très intéressant et je pense que nos financeurs aussi qui voient qu'on a la volonté non seulement de réaliser qu'on a la volonté de réaliser le projet et qu'en plus on a besoin de leur aide, de mettre dans la totalité le montant en question pour avoir cette bonne visibilité. Mais préparer un budget, je crois que ça a été le plus dur à préparer pour un double motif, celui du passage à la M57 et celui du calcul au plus juste du montant des dépenses. Je crois que l'intérêt, ça a bien été de mettre en avant l'ensemble des choses envisagées pour que personne ne soit grugé dans les chiffres et qu'on puisse savoir aussi où on va. C'est 800 000 € d'emprunt, je le rappelle. Pour moi, en gros, c'est pour moitié, bon, j'ai fait des estimations, hein, pour moitié, ça devrait être la TVA avancée et un peu plus que moitié le besoin réel. Hein. Après, des simulations ont été faites hein, avec des taux d'intérêt qui ne veulent rien dire, 4, 4,5, peut-être 3. On m'a dit au niveau d'une banque qu'un bon dossier pouvait passer aux alentours de 3,80 sur 15 ans. Faisant une simulation sur 4, on n'est pas loin. Maintenant, il y a le contexte géopolitique qu'on ne maîtrise pas du tout et qui fait que du jour au lendemain, ça peut basculer dans le mauvais sens. On sait très bien, une crise pétrolière qui est jamais fameux pour certains d'entre vous, mais dans les années 70, on s'est retrouvé avec une inflation galopante qui n'a été maîtrisée qu'une dizaine ou une quinzaine d'années après. Si les choses se tournent mal avec quelques pays où la guerre a lieu, alors qu'on ne se sent pas directement concerné, ça peut avoir un impact direct sur ces taux et sur d'autres choses encore. C'est très difficile, je crois que là on est vraiment sur... c'est un budget, on est sur des estimations au plus juste sur les dépenses, au plus juste sur certaines recettes, mais immaîtrisables sur les taux d'intérêt et de l'emprunt. Avec une certitude, c'est que tout ce qui est présenté là ne peut pas être fait dans les 6 mois qui viennent, dans les 8 mois qui viennent. Même avec la meilleure des bonnes volontés, on est encore tributaire des accords de subvention, on est d'abord tributaire de l'obtention du permis. Il suffit, là, la semaine dernière, il manquait encore une pièce, bon, l'architecte l'a fourni dans des délais relativement courts, qui faisait référence à un sous-texte d'un article de 2021 qui était passé inaperçu sur tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que les administrations aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles prennent leur temps, mais en tous les cas, les instructeurs vont dans le détail de façon à ne pas se faire taper sur les doigts au cas où, ce qui a pour effet de retarder un tout petit peu les choses. Moi, je m'attendais plutôt à l'obtention du permis alors qu'il a été déposé au mois de décembre, dès le mois de juin. Je l'envisage au mois de juillet, au mois d'août. Entrée! J'ai entendu frapper. Ah non. Oui. Je vais juste déposer des points dans la commune. C'est trop tard, non? C'est trop tard. C'est fermé, madame, vous viendrez demain. Ah, je reviendrai demain, excusez-moi. Bonne journée sans plaisir. Il y a Francis. Ah, c'est Oui. Francis. Lui, il a le droit de rentrer. Oui, là, Ah. Bonsoir. vous avez des plans à déposer? Voilà. Si on peut répondre à la question. Ça a été très compliqué. Et donc, Voilà, donc sur le vote du budget, qu'est-ce qu'on reprend attendez, je redonne juste parce qu'on s'est beaucoup étendu. Est-ce qu'on reprend la totalité? Alors, je crois que tout a été dit au niveau des chiffres. tout a été dit, oui. Donc, on peut juste peut-être Du coup, passer au l'investissement vote. n'a plus de contrepartie du tout à N-1. Bon, ça a l'intérêt mineur, ça fera avant, on l'avait. De toute façon, Oui, mais oui, la volonté, c'était bien de mettre en avant les chiffres de cette année. Oui. Bon, c'est la M57 qui fait ça ou... le document tel qu'il est présenté là, c'est celui qui est sorti directement de l'ordinateur. Ouais. Voilà, donc si personne d'autre n'a de questions. Mais vous avez toujours été destinataire de l'ensemble des documents qui peuvent être comparés. Mais c'est vrai que là,
autant il y a intérêt à comparer le fonctionnement, dire tiens, est-ce qu'ils ont dépensé, enfin comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont économisé, est-ce qu'ils ont entrepris. Autant là, en investissement, comparer les 1 million et quelques de subventions de cette année aux 20 ou 30 000 de l'année dernière. Non, de toute façon, je reviens. Comparer à la prévision d'Anne-Moisin, ça n'a pas de sens. Il faut comparer à la réalisation. À la réalisation qu'on a validée lors du précédent conseil. Donc la comparaison, Anne-Moisin, elle n'a pas lieu d'être cette année, quoi. Après, on pourra reprendre. De toute façon, non, vous comparerez jamais, si j'ai bien compris, de passer à la M57 ou même, je sais pas combien. On va comparer à N-1, mais ce sera toujours à la prévision d'N-1. On ne comparera jamais à la réalisation d'N-1. Je suis un peu lourd avec ça, mais c'est pareil. Il suffit de reprendre les documents lors du dernier conseil, les mettre au contact, ils se présentent de la même manière. Mais par contre, ce que Carole a envisagé, et je pense que là c'était pour revenir sur une remarque d'une autre réunion, je crois que tu avais une télé, on envisage quand même de faire une projection et quelque chose où on pourra... Oui, alors j'ai testé effectivement, moi j'ai un grand écran à la maison, j'ai testé pour voir si de l'ordinateur on pouvait faire un PowerPoint et puis projeter à ce moment-là, donc on verra avec Christophe pour l'installation, on pourra le faire prochainement, donc pour le prochain conseil, je pense qu'on pourra passer sur un PowerPoint avec un affichage et on pourra du coup ressortir d'autres points, d'autres chiffres, revenir sur ça. Donc, c'est vrai que là, sous le papier. On fera le nécessaire prochainement. Voilà. Donc, si plus personne n'a de questions, on peut passer au vote du budget primitif. Qui est contre? D'accord. Qui s'abstient? Voilà, à l'unanimité contre -1. -2 Non, -1, non, Katia. Non, parce que tu peux avoir des oui, voilà. -2. Budget primitif adopté. On vous remercie. Je conserve la parole. Ouais, tu vas nous expliquer ce qu'est cette fameuse fongibilité des crédits par section. Alors, la fongibilité des crédits, c'est devenu mon nouveau meilleur mot de la langue française. En fait, avant, il existait un chapitre dépenses imprévues dans la nomenclature M14. Dans la nomenclature M57, ça n'existe plus. Mais elle autorise au maire ou aux responsables des finances à hauteur de 7,5%, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, il autorise donc à déplacer des crédits d'un point à un autre. C'est ce qu'on appelle donc la fongibilité des crédits. C'est donc cette nomenclature M57 qui nous donne cette faculté. Donc jusqu'à hauteur de 7,5%. Attention, ça ne concerne en aucun cas les dépenses de personnel. Ça ne rentre pas dedans. Les dépenses ne peuvent se faire que dans la partie fonctionnement ou investissement d'un autre côté. Alors, on doit présenter au conseil municipal l'autorisation de déplacer ces crédits. Alors, à nous de voter. Juste pour dire que ça donne une certaine souplesse. Ça donne une certaine souplesse, effectivement. Dans la mesure où les dépenses imprévues, vous l'avez remarqué, n'existent plus en section de fonctionnement ni d'investissement. Dans la nouvelle comptabilité, on n'a plus cette possibilité de dire voilà, on garde une porte pour la soif pour, en cas de besoin, l'utiliser sur un chapitre donné. Par contre, tu as expliqué qu'à chaque fois, on est obligé. Alors, j'allais le dire, à chaque fois, il va falloir à la prochaine réunion, au prochain conseil municipal, donc dès qu'il y aura un changement d'attribution, il faudra que le maire présente à son conseil municipal cette modification de finalité des crédits. Voilà. Voilà, c'est juste pour dire que en fonction de la somme nécessaire, il faudra qu'on aille la puiser quelque part où on a trop de crédit pour la déplacer vers un endroit où on nécessite du crédit. Donc dans l'absolu, on en informe le conseil municipal au prochain. Voilà. On
on n'a pas besoin, si, il faut qu'on le vote. Il faut aussi qu'on sache qu'il faut qu'on autorise le maire à faire tout ce qui est nécessaire pour ces déplacements de crédit. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'à un endroit, on n'ait pas suffisamment voté pour ne pas pouvoir payer quoi que ce soit. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc, nous, il nous faut maintenant délibérer sur l'autorisation à faire au maire de signer tout document se rapportant à la fongibilité des crédits. Voilà. Donc, si quelqu'un est contre, s'abstient. Donc, on est à 8. Tu t'abstiens? Non, je sais pas, tu avais un petit doigt. Non. Ok. Alors, à l'unanimité, on peut notifier donc la fongibilité des crédits validée. Merci à tous. Bon, la grosse partie est passée, c'est le budget l'aménagement du terrain multisport et des agrès sportifs. Frédéric, je te laisse la parole. Effectivement, pour rappel, dans le projet donc, de terrain multisport, nous avons déjà obtenu une subvention de 47 000 € de la part de l'Agence nationale du sport. Tout récemment, nous avons reçu un retour de la région Grand Est, donc qui nous donne une subvention à hauteur de 16 815 €. Alors, afin d'arriver aux 80% auxquels nous aurions éventuellement, auxquels nous aurions droit dans ce type de projet, il nous manquerait 4 123 €. Cette somme, nous aimerions donc la demander auprès de la CCB3F par le biais d'un dossier de demande de fonds concours. C'est un dossier, donc c'est un appel à projet pour le développement d'équipements communaux en lien avec la politique communautaire en matière d'équipement de services d'animation. Voilà. Donc le but ici, c'est juste de nous autoriser à effectivement signer, à délibérer en ce sens pour demander la subvention auprès de la CCB3F. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça c'est purement administratif. Il faut systématiquement, en toute demande, passer par une autorisation du conseil municipal. Donc, pas de questions? Qui s'abstient? Qui s'oppose? Je vous remercie. Le conseil communautaire regarde les informations devrait statuer sur cette demande au mois de mai. Oui, tout à fait, puisque on a un conseil communautaire demain, donc on en a un tous les mois. C'est pas inscrit à l'ordre du jour, Non, c'est normal. Oui. Bon, on aura la réponse assez rapidement. À peu près. Oui, 4 et quelques. Oui, 4 et quelques. J'ai vu 80. 85. Oui, 85. Voilà, c'est ça. Ça provenait du fait, parce qu'on peut se poser la question pourquoi vous n'avez pas obtenu 80%. Il y a un des organismes qui nous a sorti les bancs, les poubelles et donc au départ, tout a été un peu faussé parce que les deux autres organismes auraient pu arriver à. Ouais, c'était les bancs assis, les corbeilles et les panneaux d'information. Voilà, ils ont été sortis de l'agence nationale par l'agence nationale. Donc ça a créé un problème. À partir du moment où on a la certitude d'obtenir cette aide de la communauté de communes, on peut le dossier à 80%. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Création d'un poste d'adjoint technique principal, première classe, avancement de nos salariés. Le salarié concerné bénéficie d'un poste d'adjoint technique principal, deuxième classe, C2. Il a la possibilité de passer première classe C3. C'est une personne qui est à temps non complet, qui travaille 20 heures par semaine. Il vous est proposé donc d'accepter cet avancement qui aurait pour effet, c'est la question que je me posais, je réponds prématurément, de lui accorder une augmentation de 28,13 € brut par mois. Le poste en question n'existe pour lui que, comme je l'ai dit, au niveau de l'adjoint technique principal deuxième classe C2. Pour pouvoir bénéficier de cet avancement, il appartient au conseil municipal de créer le poste d'adjoint technique principal première classe C3. Et ce qui vous est proposé, c'est donc d'accepter cet avancement à compter du 1er mai
s'agit de modifier ce qu'on appelle le tableau des emplois, et puis évidemment de confirmer que les crédits nécessaires ont été inscrits dans le budget définitif 2024. Juste pour préciser, on n'a pas le droit de donner de nom, même si vous l'avez vu, mais en public, on n'a pas le droit de parler nominativement des salariés. Voilà. Je vous pose la question, est-ce que vous adoptez cette proposition? Est-ce que vous êtes d'accord pour modifier le tableau des emplois? D'inscrire le budget, le montant du budget, bon, puisque c'est déjà fait. Oui, on avait prévu dans la hausse. Quelqu'un s'oppose. S'abstient. Merci pour les nouvelles. Je sais que Frédéric était impatiente. Elle attendait la parole de façon à pouvoir enfin parler de son PADD du PLUI, mais a été tiré au sort pour évoquer, ce sont de multiples compétences qui nous permettent de se mettre en avant au travers de ce sujet. Voilà, pour évoquer, mais pour nous répondre à une question à la mesure de cet débat. Donc effectivement, vous êtes tous été destinataires de ce petit document qui s'appelle Débat sur le PADD du PLUI. Alors, vous avez peut-être eu l'occasion, je sais que ça me un petit peu barbare, certains ont eu l'occasion d'être présents à la réunion que nous avions eue la semaine dernière, le 3 avril, donc concernant ce débat sur les orientations générales du PLUI, donc c'est le fameux projet d'aménagement et de développement durable du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Monsieur Franck Dailly était présent, donc il est coordinateur habitat aménagement à la CCB 3e. Alors c'est vrai que ça porte à nom de ce qu'on disait, on l'avait remarqué, on disait débat, mais en fait il n'y a pas vraiment de débat, parce que débat, tout ça qu'on suppose, oui, on doit discuter sur un thème et trouver effectivement quelque chose qui en ressort. Là, tout ce qu'on nous demande, c'est finalement de nous concerter à propos de ce fameux PADD. Et alors mon but, c'est de répondre à aucune question, par contre, c'est de reprendre toutes les questions que les gens ou les objections que les personnes autour de cette table auraient par rapport aux grandes orientations qui sont proposées. Voilà. Alors, le PADD, comme vous l'avez vu dans le compte rendu, c'est une pièce centrale du PLUI, car il fixe l'ambition du territoire, notamment en matière de démographie, de développement résidentiel et économique. Donc, il donne un petit peu le cap, ce qui permet effectivement de nous projeter à plus ou moins long terme. Donc, il est proposé d'après le document, vous avez pu le voir, donc il y a 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'enjeu, je vais quand même vous relire les axes, je vais juste reprendre les axes en fait, il n'y a pas besoin de reprendre tout le reste, vous avez pu le lire, ou les objectifs généraux. Voilà, donc l'axe numéro 1, on parle donc de la stratégie intercommunale visant le renforcement de l'attractivité par un développement ambitieux et anticipant les dynamiques transfrontalières et locales. Donc il y a donc 2 objectifs généraux, que sont l'objectif numéro 1, donc anticiper les dynamiques résidentielles locales et transfrontalières. Donc on avait vu effectivement pourquoi anticiper, parce qu'on se rend de plus en plus compte, c'est qu'au niveau, nous sommes situés dans une zone frontalière à la fois dans Luxembourg et l'Allemagne, et on se rend compte que les choses commencent à changer, les gens se déplacent, les travailleurs luxembourgeois ou allemands ont tendance de plus en plus à venir habiter sous le secteur français. Et donc forcément, ça va créer des dynamiques démographiques, de mobilité, qui vont avoir un impact sur nos villages. Voilà. Donc, vous avez pu faire des différentes orientations. L'objectif général numéro 2, c'est conforter les activités économiques existantes. C'est-à-dire le tout, c'est de garder en tout cas ce qui est déjà en place dans nos villages. Ça, c'est vraiment très important. En même temps, on mène aussi une réflexion. Nous, forcément, ce qui nous intéresse aussi, c'est une question sur la géographie des écoles. Ça, on l'avait vu aussi, parce que forcément, ça aura un impact. Si les villages ont tendance un petit peu à vieillir, là, on s'est rendu compte, et on en avait parlé lors de la réunion, là, pour les années à venir, en tout cas pour la rentrée prochaine, on a des naissances très basses sur les 4 communes. On avait une histoire de 7 ou 8 enfants qui rentreront seulement en maternelle, ce qui est très peu. On a aussi 2024, 2025. Donc c'est vrai que c'est assez catastrophique pour nous. Donc il faut quand même qu'on réagisse et qu'on réfléchisse à une stratégie à mettre en place effectivement pour les années futures.
Parce que qui dit déplacement de population, là aussi on s'en est rendu compte, c'est que beaucoup de gens qui travaillent au Luxembourg construisent certes en France, mais par contre ne mettent pas forcément leurs enfants en France, ils les mettent parfois au Luxembourg ou en Allemagne, ou parfois quand c'est sur l'axe Freistroff-Thionville, si on va vraiment du village de Freistroff, voilà, la plupart des gens effectivement ramènent leurs enfants, soit chez les nounous, sur Thionvillois, soit dans les écoles. Donc, ce qui va forcément créer un impact sur nos villages, à tous les niveaux. Parce qu'après, on a des services à proposer aux gens, et si ces services aujourd'hui n'attirent plus assez de monde, forcément, ça aura un impact sur l'avenir de nos villages. Donc, effectivement, on en a déjà parlé par rapport aux écoles, pourquoi pas proposer aux villages alentours qui ne sont encore pas regroupés, éventuellement de venir se joindre à notre lycée. Donc, ça, c'est une réflexion à mener avec les autres maires des autres communes. Parce que ce n'est pas une chose facile. Forcément, même si effectivement on a une même problématique sur notre RPC, c'est que les maires veulent garder, veulent conserver leurs écoles, parce que c'est aussi ça qui attire les habitants. Tu devrais peut-être voir déjà la base, parce que tu disais qu'en fait, d'utiliser les minutes qui étaient sur le trajet, généralement quand ils ont une minute, ils la gardent. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. La garde Ça, jusqu'à par ce que contre, les gamins ça, soient en on a âge pas de se dépatouiller tout seul. Parce qu'on n'est pas l'axe crèche à développer en plus. Si, justement, notamment ouais, sur, tout à fait. Bon, on a ce qu'il faut en tant que crèche, on a ce qu'il faut sur nos villes. Mais comme ce que disait Christian, qui était très juste, c'est par exemple un habitant, enfin des habitants de Dallstein qui travaillent au Luxembourg, donc il y a une crèche à Bozonville, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir tous des crèches, c'est pareil. On les voit mal faire le chemin, le trajet tous les matins, Dallstein, Bozonville, dans le sens, etc. Forcément, ça. Disons que le Luxembourg et l'Allemagne ont tendance un petit peu à modifier nos modes de fonctionnement, les modes de fonctionnement des habitants des villages. Et à chouchouter leurs salariés. Oui. Peut-être à faire un développement du niveau privé sur le site. Mais on en a, mais c'est qu'après ils ont des nombres. Mais bon, ça on ne peut pas forcer les gens. Non, pour voir. Oui, mais en plus elles sont liées au niveau de la Comcom, on a des formations, on a des aides pour ces personnes-là. Donc il y a vraiment des choses qui sont mises en place, mais après il y a aussi des réglementations. Il y a un nombre d'enfants qu'elles ne peuvent pas garder, enfin, selon parce qu'elles ont des agréments, c'est ça. Il y a, mais après, on ne peut pas non plus obliger les dames à garder des enfants. Si elles n'en veulent pas, si elles ne veulent pas garder des enfants, voilà. Ça devient des horaires. Bon, ça, c'est une problématique, en tout cas, qui. C'est une problématique, effectivement, qui. Quand il faisait faire. Enfin, quand ils étaient en train de promouvoir les naissances, etc., en Russie, pour. Bon. Ah oui, ouais. C'est un but un peu. Oui, bien sûr. Mais forcément, ça a un impact, pour la région, pour le pays, puisqu'il y a beaucoup de morts, donc voilà, et puis donner ce qu'il faut aux armées pour pouvoir avancer. D'accord, eux, c'est leur but, mais nous, ce sera notre façon de voir les choses. Nous, ce serait effectivement de capter finalement toute cette population qui part actuellement à Luxembourg, de les capter pour qu'ils restent déjà chez nous, et puis on voit de plus en plus de Luxembourgeois qui viennent habiter en France. Il faudrait que ceux qui viennent s'installer sur le territoire participent aux choses et puis s'investissent un peu plus. Et pour ça, c'est une... Parce que le problème, c'est je pense beaucoup à Boulay. Boulay, c'est une grande cité dortoir qu'il y a autour, là, c'est résidentiel. Ils ont une énorme cité dortoir et les gens participent pas tellement. Et j'ai discuté avec le maire de Beaumont, j'y connais ça aussi. Je veux dire, nous, c'est pareil aussi. Chambly, c'est pareil aussi. Il y a beaucoup de constructions à Chambly. Ce sont beaucoup de gens qui travaillent au Luxembourg. Et effectivement, ça devient des villages dortoirs. Même pas la vie du village, c'est dommage. Oui. Mais comme je dis, les modes de pensée, les modes de fonctionnement aujourd'hui ont changé. Et contre ça, malheureusement, on a l'avantage d'être en proximité de pays comme le Luxembourg, par exemple, et on a aussi les inconvénients de cet avantage. Ceci étant, le document qu'on a sous les yeux propose des axes de travail, non pas pour résoudre le problème, mais pour d'abord les identifier et tenter d'apporter des solutions, des aides pour contrer les défauts mis en avant. C'est ça. Donc ça, c'était pour l'axe 1. Donc il y a différentes orientations, donc il y a des choses qui sont proposées. Après, voilà, s'il y a des remarques, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, on prendra note. Voilà. L'axe numéro 2, donc c'est un projet intercommunal inscrit dans une logique de maîtrise foncière.
Donc il y a deux objectifs. L'objectif général numéro 3, c'est maîtriser le foncier et modérer la consommation d'espace. Et l'objectif numéro 4, c'est inscrire le territoire dans la trajectoire de l'absence d'artificialisation nette. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, au jeu de ça aussi, aujourd'hui, les choses ont changé. On ne pourra plus laisser construire les gens là où ils veulent, à tout va. On va essayer vraiment de limiter la consommation foncière. Alors, donc consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, il faut vraiment réfléchir à une transition en fait de la façon d'aménager. Voilà, donc ça c'est aussi une proposition. Oui, d'autant que sur l'ensemble du territoire, M. Daly disait la semaine dernière, que la surface constructible de la prochaine décennie sera de 50% inférieure à la précédente. Quand je dis, c'est sur l'ensemble du territoire, la communauté de communes. Voilà, tout à fait. Avec comme objectif une artificialisation nette. Zéro en 2050. C'est 31. Voilà. Bon, donc ça va être compliqué. Ça aussi, donc il y a forcément une réflexion à mener. Encore une fois, ça sera aussi à faire comprendre à nos habitants, aux futurs habitants, qu'il y a des choses qui vont devoir changer, ils ne pourront plus construire comme ils veulent. Mais ça, c'est la loi. C'est la loi, c'est pas nous. Oui, c'est la loi. Oui, je précise bien, c'est la loi. Oui, c'est pas nous qui décidons. Mais il faut que ce soit intégré. Justement, alors c'est ça qui est un petit peu le souci, c'est que souvent, les nouveaux habitants peuvent penser que c'est souvent les maires qui bloquent, les Comcom qui bloquent. Alors là, c'est vraiment, au niveau d'État, ce sont des décisions un peu haut niveau. De futurs députés peuvent revenir sur ce point. Tout à fait. Donc les précisions, quelque chose qui est très intéressant effectivement dans cet axe 2, c'est la réduction de la consommation foncière passe aussi par la mobilisation des logements vacants. On a tous dans le village des logements vacants, et donc il serait bien de pouvoir un petit peu pousser ces propriétaires, soit à rénover, à vendre, pour effectivement que ça ne reste pas finalement présent comme des verrues entre guillemets dans le village et qu'ils ne soient pas vraiment utilisés. Voilà, je continue. L'axe 3. L'axe 3, c'est donc porter des ambitions fortes pour le respect de la biodiversité et la valorisation des identités du territoire afin d'améliorer le cadre de vie. Donc là aussi, il y a deux objectifs principaux. Donc, affirmer l'armature écologique du territoire comme un élément structurant. Et ensuite, trouver un équilibre entre protection des identités villageoises et adaptation des espaces urbains et bâtis aux enjeux énergétiques. Comme je disais, le tout, c'est de ne pas détruire tout ce qui est naturel, forcément. On va quand même respecter tout ce qui est actuellement sur tout ce qui est trame verte et bleue, sur respect de la nature, respect des espaces, des petits bosquets, des buissons, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est vraiment éviter justement de plus en plus de détruire la nature, ou bien si on détruit, il faudra plus tard qu'on compense. Voilà, si on détruit un espace vert, il faudra compenser ensuite par un autre espace vert, mis ailleurs, etc. Le patrimoine bâti à préserver, parce qu'on s'est rendu compte que là aussi, dans les villages, certaines maisons qui sont de caractère, qui apportent vraiment un cachet à nos villages, parfois sont dégradées. Alors, après, ce sont des choix des propriétaires, hein, chacun fait comme il l'entend. Et souvent, ça perd un petit peu cette identité, effectivement, dans le village. Donc, ce qu'on va essayer de faire de plus en plus, c'est qu'on va essayer de garder, de préserver sur certaines maisons, parce que sur Fresrock, par exemple, on a vraiment des maisons identitaires, et le but, c'est vraiment de préserver cette identité. Et donc, on va aussi travailler un petit peu là-dessus, afin de garder vraiment un certain cachet dans le village. Voilà. Et forcément, il y a aussi des réflexions qui seront menées sur tout ce qui est développement des énergies renouvelables à tous les niveaux. Là, tout récemment, donc, on avait une réunion, vous vous rappelez, sur les ZAENR, des zones où on pourra développer tout ce qui est énergie renouvelable. Vous avez trouvé les zones? Alors, dans l'absolu, on avait discuté, on avait tous discuté ensemble. A priori, on voudrait que ça reste essentiellement dans le village, enfin que ça reste vraiment sous le bâti. Donc, pas dans les forêts, pas dans les espaces naturels, vraiment rester dans tout ce qui est espace bâti. Donc, ça concernait le photovoltaïque, alors j'ai plus en tête maintenant. Il n'y a pas l'éolien en tout cas, on ne trouvait pas l'éolien. C'était une polémique là-dessus, on ne voulait pas. Pas de méthanisation non plus. Donc, il y a vraiment des choses qui étaient plutôt. On ne voulait pas empêcher les habitants, par exemple, d'installer sur leur toit des panneaux photovoltaïques. Enfin, c'est pas le but. Là, tu parles en contre de ça aussi, de cacher les zones des.
Non, mais c'est la Ah, bien façade, sûr, justement. ouais. Oui, Après, alors la effectivement, toiture. voilà, mais là, effectivement, comme elle dit, là, actuellement, ce qu'on a vraiment vu, c'était plutôt tout ce qui était façade pour les maisons de caractère. Par exemple, lorsque les gens achètent une maison de caractère, ils veulent percer une fenêtre et veulent mettre une fenêtre, par exemple, qui est rectangulaire, alors qu'en fait, l'ensemble de l'architecture pousse plutôt à des fenêtres, là, je vais inventer, rectangulaires, enfin, plutôt carrées ou ovales, peu importe, voilà. Donc, on veut surtout pas déséquilibrer, si tu veux, les façades. Voilà. Les travaux seront possibles, mais les ouvertures ne pourront pas se faire, ne pourront plus se faire comme voilà. Après, c'est un choix. Hein. On peut très bien décider de laisser finalement construire tout le monde, tout et n'importe quoi, ou on veut garder comme un peu de cachet dans nos villages. Généralement, les gens essaient quand même que la maison soit harmonieuse. Pas toujours. Voilà. Ouais, des fois, le cachet n'est pas va à l'encontre du fonctionnel. Alors ça, c'est effectivement, ça c'est un problème. Avec Ça, c'est des étages trop, tout des, à fait. Ça, on en est des pièces conscient. trop grandes, c'est On en est conscient. pas toujours évident. Non, on est conscient. Et par Ah, exemple, mais ça, c'est c'est encore à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on voit pas. Ouais, mais quand vous avez des étages qui font 4 mètres de haut et que vous voulez les réduire, c'est de la place perdue. C'est un exemple, hein, Oui, c'est sûr, c'est sûr. c'est le C'est problème sûr, que c'est un j'ai eu objet chez de moi. réflexion. C'est un objet de réflexion. L'intérieur est pas totalement. Non, mais je veux dire, Ah, c'est le si tu veux descendre à rabaisser un étage Oui. sans rabaisser l'extérieur, C'est ça. par exemple, La chez fenêtre, moi par j'avais exemple, une pièce de elle peut 4 mètres, maintenant il faut 3 mètres 50, mais j'ai un demi-mètre de perdu. Donc si le baisser, par exemple, la fenêtre, elle sera peut-être Sur mal 3 étages, située, tu perds un étage. Voilà. Après, c'est vrai que C'est les plafonds. c'est un éternel débat. Voilà. Je reviens sur les logements vacants. Est-ce qu'on pense qu'on aura plus de pouvoir lorsque le PLU sera adopté, plus de pouvoir pour influer sur l'usage ou le non-usage des logements vacants? Qu'est-ce qu'on aura de plus? Qu'est-ce qui nous permettra d'être plus... est-ce qu'on aura un pouvoir supplémentaire? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu démunis, à moins que tu dises le contraire, je ne sais pas. C'est une question qu'on va me dire. C'est pour ça que je prends toutes les questions. Pour l'instant, c'est pas, on n'apporte pas d'accord. Pour l'instant, c'est vraiment reprendre toutes les questions. Donc vous dites alors par rapport à... Moi, je me pose la question, on a d'ailleurs dans la commune, on a des logements ou des habitations vacantes qui sont dans un état qui n'est pas lamentable. Qu'est-ce qu'on aura comme pouvoir pour inciter pour que ça bouge? Qu'est-ce qu'on aura de plus comme pouvoir par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Alors, peut-être pour ajouter, suite à cette réflexion, dans un des axes, est-ce qu'il ne pourrait pas être rajouté que les maires auraient, par l'intermédiaire, je sais pas, des administratifs ou autres, solliciter des pouvoirs supplémentaires, puisque ce sont des axes, des orientations, permettre peut-être dans un des axes, permettre aux maires ou aux adjoints, en charge de la sécurité, Est-ce qu'il y aura c'est juste des incitations? Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai un exemple en tête, vous les connaissez, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. En charge de la Il faudrait que ce soit un péril imminent. Oui, oui. Ah oui, pour les c'est ça. inciter. La notion de péril imminent, je crois que ça avait été évoqué Exact. avec Franck Daly. Oui, tout à fait. Mais on a un pouvoir en cas de péril imminent et on a vécu ça. Francis s'en souvient très bien. Pour l'intervention d'un architecte, c'est lui qui décide. Ah oui. Mais s'il décide d'intervention, ça se fait dans les 24 heures. On a subi ce genre de choses il y a quelques décennies en face de la mairie. Et ça a été très contraignant pour nous, parce qu'il est venu un vendredi matin, il nous a donné 48 heures, presque le temps du week-end, pour trouver une entreprise. La notion de péril imminent. Oui, dans le compte rendu qui nous a été donné, c'était donc néanmoins les politiques publiques en matière de financement, donc, comme le style au Palais Rue, avec une prime lutte contre la vacance, puisqu'il y a des aides pour les propriétaires éventuellement. Oui, c'est des incitations à ce moment-là, il n'y aura pas forcément disons que de bâton, ce sera plus la carotte. De traitement des friches par le conseil régional, par exemple, de réglementation de procédures de mise en sécurité, on peut l'imposer, et ou d'abandon manifeste, parce qu'on peut très bien dire que la maison est abandonnée, du coup, obligé finalement à la vente. Je ne sais pas. On avait une autre maison qui était vide pendant 25 ans, 30 ans, qui est subitement bénéficié d'une belle rénovation et fait l'objet de mise en place de 3 logements. Presque en face. Ah oui. Ouais. Mais ça, là, il n'y a pas d'aller vers une incitation ou quoi que ce soit, c'est la famille qui a décidé, mais ça a mis quasiment 30 ans. Je pense qu'ils avaient mis en vente. Ils l'avaient mis en vente, ça ne marchait pas, etc. Et ensuite, les enfants ont créé une SCI et ils ont transformé.
transformé de. Très bien, quoi. Ils ont fait apparemment 3 beaux logements. C'est grand, hein. Ouais. Mais pour le moment, la seule façon d'agir, c'est sur des biens pérennisants. Et encore, je vais juste revenir à cette notion de terre éliminant. Il appartient donc à la commune d'avancer les frais, non pas pour la mise en état du terrain, mais pour enlever il s'agissait en l'occurrence, il y a une trentaine d'années, c'était une toiture qui risquait de s'effondrer. Notre devoir imposé par l'architecte était de couper les pannes et les chevrons à charge de la mairie et de tout laisser sur place. Enfin, ça ne réglait pas le problème de la verrue, hein. De tout laisser sur place et de tenter de récupérer l'argent auprès du. Oui, ça n'a pas résolu le problème sur le moment, malheureusement. Ça a encore duré presque une dizaine d'années avant que ce soit racheté. Tout ça, ça va toujours dans le même sens, de toute Mais façon. ça touche au privé. Ouais. Ben oui, mais ça va toujours dans le sens de la réduction de la consommation foncière. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, comme je disais, on ne pourra pas s'étaler dans le village alors qu'il y a des maisons qui sont vides, vacantes. À un moment donné, on sera coincé, quoi. Il faudra des politiques incitatives. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, quand on dit incitative, on pense toujours à l'argent. Ça peut être incitatif par des taxes que devraient payer les propriétaires parce qu'ils laissent leur logement dans un état pitoyable, etc. Je crois que ça existe dans certaines communes, Dans les commerces, non? Mais après, ces maisons-là, elles ont toutes un propriétaire. D'accord. Il y en a qui ont vraiment. Celles qu'on a identifiées, elles ont des propriétaires. Ouais. Après, qui essaient de vendre d'ailleurs leurs biens, pour certains d'entre eux, en tous les cas, celle à laquelle on pense. Parfois, ça ne se rachète pas facilement parce que justement, c'est pas en l'état, c'est déjà trop coûteux. Alors, il y a des aides effectivement. En gros, on rachète une place à bâtir, quoi. Oui, en gros, voilà, c'est ça. Mais au moins, c'est déjà bien. Au moins, c'est déjà bien, c'est-à-dire que la place est déjà existante. Ça éviterait d'aller prendre sur du terrain naturel. Sauf que si tu l'achètes au prix de la place à bâtir, Ça évite des relissages en plus. C'est ça. il faudrait presque que ce soit à l'euro symbolique dans certains cas. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais bon, oui, le problème c'est que c'est un autre truc, donc on n'a plus le choix de toute façon. On dit bon, c'est-à-dire qu'aucune commune n'aura le choix. Quoi. Parce qu'on ne pourra pas grappiller systématiquement sur des espaces naturels. Ça démarrera à la fin de l'élaboration du PLUI qui est prévu plutôt pour la fin de l'année prochaine. D'autres remarques encore 2024, 2025. 2025. 2025. Oui. Non, je croyais que j'avais compris 2024. Non, je dis 2025. Plutôt fin de l'année prochaine. Oui. D'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que tous les objectifs vont J'ai juste une remarque, j'ai repris du coup à la suite de la réunion de la semaine dernière. J'ai trouvé une charte de gouvernance qui avait été établie en janvier 2021, où il disait qu'il y aurait une concertation assez large qui serait faite. Enfin, elle est peut-être faite, mais je ne l'ai pas vue. Dans la presse locale, des registres ouverts au public, des réunions publiques, des mails. Qui concerne quoi? Le PADD? Le PLUI. Ah oui, là, on parle juste du PADD là. Oui, le PADD dans le cadre du PLUI. Je sais, mais bon, c'est le PADD. Ah d'accord, on sort sujet. Mais par contre, si, alors la réponse, par contre, si on avait des cahiers dans les communes, on avait on avait encore. Mais qui le sait ça? Vous le savez, mais apparemment. C'était dit. Ah bon? Oui, vite. Vous le saviez, parce que la preuve, vous saviez. Non, je savais. Moi, j'ai vu dans la charte de gouvernance que c'était prévu. Mais je ne savais pas du tout qu'on avait ça. Non, mais je veux dire, la presse par la ce sujet-là, tu peux y revenir plusieurs fois dans l'année ou ça y est, ça a été fait, c'est clos et on n'en parle plus? Moi, s'il y a des remarques à faire, on peut toujours les relever. Hein. On a un cahier de toute façon, hein. On a recahier, maintenant s'il y a des choses à faire remonter. Sous quelle forme avec la publicité autour de ce qu'elle est? Non, mais c'est la communauté de communes. Oui. Et toutes les mairies ont un cahier comme ça? Oui. Il y a des gens qui sont venus? Personne. Ouais. Voilà.
Même nous, autour de la table, on ne savait pas que ça existait, donc comment les autres le sauraient. L'encyclopédie est là. Non, mais je pense qu'on peut trouver des articles de presse où ça a paru ou pas, je sais. Donc c'est en cours. Parce que tu veux faire ta remarque, il n'y a pas de souci. Enfin, je vais faire remonter. Mais... Il suffit de reprendre la charte de gouvernance, je ne l'ai pas inventé, le document oui, chez non, moi, mais ça, vous l'avez aussi. D'autant que c'est confirmé par le fait qu'il y a un registre qui va être complété ici. Je pense qu'il faut vraiment. Et jusque il est accessible. Jusque quand Oui, d'accord. Mais toutes les remarques, vous pouvez les noter, pas de souci. Si vous voulez le cahier, vous passez. Peut-être relancer un petit peu le rappel, que ce soit de la population de Freisrock ou d'autres. Oui, bien sûr. Je peux en reparler. Je vais faire remonter la remarque. Je vais faire remonter les remarques. Oui. D'autres remarques. La remarque n'a pas été faite la semaine dernière. On a dit. Je l'ai vu en rentrant, je ne connais pas par cœur. D'autres remarques. Voilà. Bon. Donc je vais remonter ces deux remarques-là. Oui. Je te laisse clore le débat. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme délibération? Non, c'est pas il faut juste avoir, il faut juste faire le débat. Il faut juste faire un débat. Voilà. Donc ça c'est pour le PADD. Oui. D'accord. On ne parle pas du PLU aujourd'hui. Non, c'est le PADD du PLU. Oui, d'accord. Oui, j'ai c'est compris, le PADD. mais on ne parle pas du PLU aujourd'hui. Donc c'est une discussion, non pas un voilà. débat. Oui, c'est Un ça. débat, Vous avez déjà aussi. Et que chacun puisse s'exprimer sur le dialogue. Je ne sais pas si tu as un document là sous les yeux. Ça s'est terminé quand? Alors, le conseil municipal décide de prendre acte du débat qui s'est tenu sur les orientations générales du PLU, c'est ça? Non, je n'ai pas fait le mais c'est là. On prend acte. Que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexée les orientations générales du PLD. Le compte rendu des échanges sera transmis séparément. De rappeler qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et développement durable doit également avoir lieu dans chacun des conseils municipaux et des communes membres, et ce débat sera en toute la cause réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard 2 mois avant l'arrêt du projet. Ça n'en fait pas. Il est réputé tenu. Voilà. De rappeler qu'à l'issue de ces débats, le PADD pourra être modifié si nécessaire afin de prendre en compte les avis des communes et pourra faire l'objet d'un nouveau conseil communautaire. Rajouter les éléments éventuellement qui seront remontés. D'accord. Et d'informer que la présente délibération fera l'objet d'un affichage. C'était ça le. Moi j'avais vu dans un article de presse plus simplement qu'une commune avait noté, elle s'était montrée favorable aux grandes lignes du PADD élaboré depuis 2021 dans le cadre de la communauté de communes. Que ça visait essentiellement à permettre le développement de l'immobilier, l'installation de nouvelles populations, le développement économique dans le secteur, tout en ménageant au maximum l'environnement, les espaces naturels et bâtis, ainsi que les caractères spécifiques des communes. C'est un résumé de tout ce que tu as évoqué, développé jusque-là. Ouais. Je ne sais pas si il faut la formaliser comme ça, la délibération. D'accord. Je vais poser la question. Il faut voter. Hein. Le conseil municipal décide de prendre acte du débat. Voilà, le débat a eu lieu. Je comprends. D'accord. Le débat a bien eu lieu. De rappeler qu'un autre débat, de rappeler, d'informer. S'il faut le formaliser sous cette forme-là. Voilà. On va acter le fait qu'on a fait le débat. Voilà. Oui, d'accord. Qui est contre. Voilà, je ne sais pas. J'ai trouvé la formulation là, c'est montré favorable aux grandes lignes, j'ai trouvé ça beaucoup plus. L'article de presse, j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa que cette forme-là. Carole. Le grand espace. Éclairage public? Oui, on clôture juste avec l'éclairage public, donc juste pour vous donner suite au sondage paru dans la Gazette en tout début d'année. On est parti, donc la grosse partie du sondage montre
plus de 85% des personnes qui ont daigné répondre sont pour le rallumage de l'éclairage public. On a eu à peu près une petite 20%, un petit 20% de participation des ménages, des foyers qui ont répondu, à savoir que la majorité des personnes suivent ce qui sera décidé. Donc à partir, Francis, tu me confirmes, à partir de cette nuit, demain soir, l'éclairage public sera réallumé pour la nuit. Combien de personnes ont répondu? Alors, il y avait 75 personnes. En foyer. Voilà, parce qu'il y avait une réponse par foyer. Les 75 foyers qui ont répondu. 75 réponses. Ouais, il y avait 64 pour et 11 contre. Donc, voilà, ça parle. Pour moi, c'est pas plus mal. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, alors il y avait pas mal de gens qui se réveillent et qui partent travailler très très tôt, des infirmières, du personnel médical. Voilà, Stéphane. C'est vrai que pour certains, ça a posé beaucoup de problèmes. On avait fait le réallumage pendant la fête patronale cet été, et là c'était vraiment bien parce qu'on avait beaucoup de monde qui profitait de la fête jusqu'à tard dans la nuit. Voilà. On s'est rendu compte aussi quand il y a eu le gros incendie rue de Metz, et qu'on est arrivé avec les pompiers et qu'on a eu vraiment beaucoup de mal sans éclairage public. Ouais, pour les poteaux d'incendie. Les gendarmes qui sont venus visionner également nos caméras de sécurité se sont rendus compte que, avec l'absence de lumière, nos caméras de sécurité ne servaient à absolument rien. On peut le dire maintenant. On peut le dire. Oui, voilà, effectivement. Je ne pas le dire avant. Donc pour le coup, voilà, c'était pas du tout pour guider le sondage. Si, et a posteriori, on peut remarquer que sinon, rien, voilà. Alors, même, tu vois, moi, des fois, je rentre en voiture, je finis à 22h. Ouais. Souvent, je reste plus longtemps, je rentre, il est minuit. Mais tu passes à Bouzanville, mais t'as l'impression que c'est une ville fantôme. Ah, c'est clair. Hein. Franchement, ça te fait flipper. Je sais que nous aussi, on a quelques réunions pour l'interassociation qui se terminent après 23h30. C'est une ville fantôme. Oui, effectivement, ça apporte un sentiment d'insécurité qui ne l'est pas. Hein. Je ne veux pas dire que c'est enclin à de l'insécurité. Mais effectivement, on a ce sentiment-là. Donc, pour le coup, on retrouvera notre électricité. Alors, juste pour rappel, on avait compté que ça nous coûte à peu près 1 950 €, on avait calculé sur l'année pour ce poste-là de dépenses. Après, c'est pas énorme. sur 1000 habitants, ça fait pas grand-chose, effectivement. Donc là-dessus. Et pareil, d'un autre côté, ça va nous ouvrir l'opportunité de revoir la traversée du village, qui est encore, on a 62 points, hein, Francis, 62 points qui sont encore au sodium. Et on va pouvoir par là même passer au LED sur ces points-là. Ça va nous faire donc une dépense, j'en parlais dans le budget, on prévoit donc une dépense de 27 500 € pour le passage justement de ces 62 points sodium au LED. Ça qu'on pourra faire, donc que ce soit sur 24, je ne pense pas, mais plutôt 25, mais on le signale sur ce budget-là. Comme ça, on va pouvoir lancer également les demandes de subvention. Il faudra que ça fasse l'objet d'une délibération dans un prochain conseil. Juste pour rajouter que les subventions possibles sur ce type de sujet sont par exemple la DETR, et qu'il n'est pas opportun de déposer une demande de subvention maintenant dans la mesure où on en a déjà sollicité une au niveau de la maison de santé. Et qu'on ne peut en prendre. Et qu'en général, on n'a qu'une subvention par an. Donc, il faut déjà faire le plein au niveau de celle-là. Et à ce moment-là, dans un conseil qui aurait lieu au deuxième semestre, solliciter une subvention sur ce projet. Et au sujet de l'éclairage, on avait eu une discussion vraiment intéressante avec un professionnel qui nous parlait justement de l'installation des LED, du nombre de lumens, etc. Donc, qui va vraiment faire attention à la faune et à la faune, pas la flore. Les arbres poussent moins la nuit.
Donc par rapport à l'impact sur la faune nocturne, effectivement, tout est pris en compte en fait. Hein. Il y a des professionnels et des gens qui s'intéressent à ça et qui vont vraiment nous guider là-dessus pour installer le meilleur des matériels possibles pour toutes ces raisons. Les chauves-souris vont être contentes. Mais voilà. Bah oui, plein de moustiques, on pourra se nourrir. Bah oui. Tu veux dire qu'on sera moins piqué? Exactement. Ah. Et les grenouilles vont pouvoir croasser, parce qu'en ce moment, Elles viennent chasser. Tu les entends? Dans les zones Ah ouais, moi je les vois, je les observe, je les vois. Bien, les différents points Moi, à je les vois l'ordre du sortir. jour ont été Chez nous, je les vois vus. Y a-t-il sortir des la questions? nuit, mais c'est vraiment quand ça commence à faire son. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Tout à l'heure, j'ai vu une employée de Suez, je pense, qui relevait mon compteur d'eau. C'est la deuxième ou troisième fois que je le vois en 2 mois, donc je ne comprends pas, mais c'est pas très bien. Est-ce que vous envisagez de recourir à des compteurs connectés? Alors, c'est une bonne question. La commune de Fresroff n'est pas propriétaire des compteurs d'eau. D'eau, bien sûr. C'est le syndicat des eaux. Alors, je ne sais pas si Lucie, qui est délégué au syndicat des eaux, est-ce que vous avez entendu quelque chose là-dessus? Juste pour dire, tu as de la chance que ce soit quelqu'un de Suez qui l'ait fait, parce que... Je dis Suez, j'en sais rien. Alors, parce qu'on a ouï dire que dorénavant... Je ne sais pas qui c'était. On n'a pas ouï dire, on a eu un mail. Ah, en plus, on a eu un mail. Voilà, on a eu un... Tu l'as mis sur Panoply? En principe, c'est... J'ai eu ce mail et c'est la poste qui est mandatée pour faire les relais. Alors, c'est pas Moi, je dis Suez, j'en sais rien. Ça ne va pas marquer la poste. C'est pas marqué la poste. Si, j'ai marqué la poste. Dans le mail que j'ai eu. Alors, attention, question de la pas tout poste. en même temps. Ça prend Pas bien. tout. Alors, André, tu disais? Il y a question de la poste sûrement. Oui, moi j'ai envoyé sur Panneau Ouais, Pocket. d'accord. On avait reçu un mail. J'ai mis sur Panneau Pocket, effectivement, ils disent que c'est la poste dorénavant qui pourrait relever le compteur d'eau. Sauf que j'ai vu la factrice, elle me dit que c'est pas le facteur qui passe voir du courrier, c'est une personne apparemment qui a été formée, et ça existe depuis apparemment assez longtemps, une personne qui a été formée, qui appartient effectivement à l'entité de la poste, et qui peut venir effectivement vérifier les... Ça vient à l'idée de personne de mettre des compteurs connectés. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ça par contre, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'en a pas parlé dans les réunions. Je pense qu'il faudra quand même suggérer ça, parce que moi j'ai téléphoné du coup à Suez, là, ils m'ont dit que c'était pas eux, que c'était la collectivité qui devait. Oui, la collectivité, c'est le syndicat des eaux. Ça Ça me nous concerne. concerne. Le syndicat des eaux de Boulet. Donc c'est pas vous. Non, c'est pas la commune. Non, mais Lucia et André sont délégués. J'y étais plus. Pardon? J'y étais plus délégué. D'accord. Ça n'empêche pas de poser la question. Ah, c'est tout. Oui, c'est Non, ça n'a pas serait été. intéressant de- On était au dernier conseil d'administration, ça n'a pas du tout été. Le problème du. Je sais pas, ça voudrait dire que chaque compteur est pucé. Est-ce que ça voudrait pas dire que chaque compteur est pucé? Parce que s'il est loin de la maison. Tu mets une puce, tu mets. Oui. Ou qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, du coup ça résout le problème. À l'intérieur, il peut être connecté sur la box. Ouais. À l'extérieur, ça c'est un problème technique. À l'extérieur, Oui, je le Mais je les maîtrise pas. compteurs Linky ne sont pas branchés à ta box. Pour une autonomie, ça pourrait être une bonne principe. Et s'il y avait une déperdition d'eau, c'est vrai que ce serait. Est-ce qu'ils ont prévu de faire cet avertissement? Et puis le leur suggérer, sinon. Pas du tout. Le leur suggérer, je pense que c'est une bonne idée. Moi je sais que ça se fait dans d'autres règles, pas forcément ici, mais ça c'est la tendance. C'est une bonne idée. Ah oui? Ouais, mais tu sais, moi je vais te dire une chose, hein, les nouvelles tendances, super connectées et tout, moi je suis pas trop pour. Tu peux ne pas être con, mais c'est quand même plus pratique. Attends, si t'as une fuite d'eau là maintenant, tu vas le voir quand? Tu vas le voir dans un an. Si t'as ton compteur connecté, tu le vois tout de suite. Si t'as fuite, ça Ça, dépend Si si t'as accès à ton compte et qu'il te le donne en temps réel. Bien sûr, c'est sûr. aussi. Oui, moi c'est Oui, c'est donnant. On n'a pas le. On va mettre en plus véhicule à la maison. Parce que les conseils Chanel, ils le font. Comment? Les conseils Chanel, ils mettent les compteurs connectés. En eau. Ah oui, on le dit en fait. Mais là, ils rentrent pas, ils le font. Oui, mais il le prend, il vient physiquement sur place quand même. Oui. Non, mais là, Lui, lui, c'est pas ça. Non, lui, c'est pas de venir, de plus venir. Voilà. C'est de voir et que le consommateur puisse suivre en temps réel sa consommation.
C'est comme les compteurs liquides. Là. Ça sert. Déjà Que certains n'ont pas voulu. Oui, tout à fait. Il faudra déjà qu'il y ait des gens qui fassent le relevé des compteurs et la localisation interne des compteurs. Parce que l'année dernière, il y a un gars qui était complètement perdu, il cherchait les compteurs, il lui montrait où ils étaient. C'est du quartier, lui. Je ne savais pas que ça existait en communauté. Bon, Ça viendra. pour remontrer l'idée ou... Je pense qu'il faut des signes comme ça. Par contre, s'il y a plus de questions, je vous demande juste... J'aurais bien Oui, vas-y. Ça concerne chacun encore les les puces. Hein, qui ne peut pas se pencher Le vous. global, Ah, Oui. bon, c'est Aurélie qui l'a fait enlever. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais, tu rachètes des côtés positifs. Mais bon. D'accord. Parce que bon, Voilà. Ouais, mais Ah oui, c'est ça. Et quand t'es en Aurélie, bord, moi, ça fait 25 ans qu'elle mais quand t'as, mais toi t'es sur la hauteur, Oui. quand t'habites au bord de la route, je suis pas sûre que c'est pas une erreur. Les vibrations. et tout. Oui, d'accord. Mais quand toi, moi, je descends, j'ai mon mur. Il faut que je m'avance. Oui. Moi, ça va pas. Toi, le jour où tu seras garé devant ta maison, comme ça, t'as la voiture au-dessus du voisin qui est plus haut. Oui. Tu vas reculer. Tu vas regarder en haut, en bas. Il n'y a personne. Tu regardes en haut, tu recules, l'automate, il est déjà dedans. Parce que la vitesse où il monte, Là, ils ont qu'à rouler moins vite, hein, les gens. ah oui, moi je veux bien. C'est pas le Dodan qui va te réduire la vitesse. Parce que plus tu Parce mets que- Ou bien il faut faire des contrôles, je ne sais pas. Mais Je pense que les dodanes en question... c'est infernal. Pour les dangers, on avait trop plein. Les dodanes en question, dans les années 20 ou 20 et quelques ils étaient entre guillemets homologués. Ils ne l'ont plus été et ça signifiait surtout concernant. Alors, ça peut se faire sous d'autres formes, effectivement. Ça peut être un coussin berlinois ou autre, mais les dodanes qui avaient été mis à l'époque n'ont plus été homologués et ça veut donc dire que la commune risquait des soucis en cas de passage. Lucien, qui est l'agent chargé de la sécurité, le dira mieux que moi, puisqu'il avait suivi le dossier. Ils ont été d'ailleurs vendus, on les a démontés, on les a vendus à la commune de Éblange, qui les a mis dans des chemins ruraux. On va dire que c'est l'homologation du système qui n'était plus d'actualité. Et qui 3 fois, il faut le faire. risquait de générer des problèmes. Il risquait de... Alors, ça pourrait être sous forme d'un coussin berlinois, par exemple, ou ce genre de choses. Ça, c'est dangereux. mais le système tel qu'il existait là, c'est vrai qu'il était... Tu vas voir, on était. Hein. Il était... Non, mais je suis d'accord, mais attendez, ma grand-mère, pendant des années, elle a souffert de ce. Oui, je te crois, il n'y a pas de problème de ce côté. Moi, je ne veux pas revivre ça, hein, je suis désolée. Mais, Qui l'a enlevé ce Dodan? Et de mettre un Tu miroir. dis c'est Aurélie qui l'a enlevé, je comprends Tu as pas. fait la demande pour l'enlever. Ah, j'ai fait la demande. Mais non, je l'ai pas elle qui l'a enlevé. enlevé. Elle n'a pas pris, elle a. Non, c'est vous qui l'enlevez. D'accord. Et c'est Non, lui ouais, qui faut m'a dit, on continuer est à un autre. là. Mais ce type de dodane, waouh. C'est vrai que. C'est vrai, c'était d'une violence... Même chez moi, dans la maison, quand il passait, j'entendais clac-clac. Ah oui, Non, mais oui, on n'était pas réglementaire. on n'était plus réglementaire. Or, La législation fait que waouh, il valait mieux, il fallait aider parce que c'était... J'avais une autre question. Est-ce qu'il est prévu de traiter les chenilles en Ah prévention oui, hein. Alors, comme les autres années ou pas? Francis a rencontré je te laisse les chenilles. Ouais, le chenille, je lui ai dit que c'était pas nécessaire d'être traité, qu'elle n'avait pas. C'est ce que tu m'as dit. Garde forestier. Oui, moi je suis son ami. Oui. C'est la première qui m'a dit. Ah, À ce moment-là, pas on encore, dirait- ouais. De toute façon, ça serait comme on dit. c'est de la faute. Les 2 années dernières, il n'y en avait Ça va pas pas. tarder. C'est encore les vieux qui sont là. Ça va pas tarder. Il disait que c'était un peu sinusoïdal, on était dans un point bas et que ça allait certainement repartir, mais on est dans un point où... Parce que là, il y a seulement la végétation qui démarre. Hein. oui, Ouais. Elle se nourrit de feuilles. Donc Ouais. là, elles vont bientôt démarrer. S'il y en a. pas des chenilles, s'il y en a. S'il y en a. Bon, Il y en aura, mais peut-être Pas pas. autant que les autres. Non, mais- Déjà l'année dernière, on avait commencé à diminuer, mais on avait fait le traitement l'année dernière. Hein. Oui, la dernière, oui. Il ne faut pas confondre les chenilles processionnaires avec les chenilles qui font des cocons sur les arbres. Ah non, bah, Ça n'a rien à voir. Il y a la chenille du pin et la chenille du chêne. C'est pas. Oui, mais il y a c'est encore différent. d'autres chenilles, les chenilles du pommier qui font des petits cocons Oui, comme mais elles ça. sont minuscules, celles-là. Ça, c'est pas urticant. Non, non. Mais bon, on voit quand même les cocons sur les arbres.
Du chêne. Ouais, mais ça réagit bizarrement. J'ai un gars qui a fait du bois chez moi, il a travaillé tout l'hiver, il a fait 100 stères de bois que du chêne. Il n'avait rien du tout. Et au dernier arbre qu'il a fait, il n'a pas pu travailler plus d'une heure là-dessus parce qu'il ne tenait pas. L'arbre était plein de lichen et les poils étaient prisonniers dans le lichen. Et quand il commençait à travailler, il ne tenait pas. Et l'hiver, tu vois bien, tu vas à la chasse, toi. Ouais. Tu vois bien les nids qui tombent au sol. Tu les trouves, hein, accrochés, ou ils tombent au sol, ou quoi. Il y en a plein. Non, mais c'est bien. En fait, là, c'est ça. Voilà. Écoutez, je clôt donc la séance du conseil municipal.